Bonjour, bienvenue dans ce guidage de lecture du jour. Donc là, je suis dans le chapitre 4, un chapitre qui parle de la réincarnation, que je trouve assez intéressant. Si vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue. Il y a une petite vidéo de présentation avec ma compagne, qui illustre un petit peu ce dont on parle, ce qui nous intéresse dans la vie. Là, le format que vous êtes en train d'écouter, donc c'est un guidage de lecture, donc c'est un format où je vais lire des petits passages d'un livre qui s'appelle 7 parle, et dont au fur et à mesure il y a un reflet, ça va pas du tout. voilà, comme ça. Et je vais le commenter, je vais essayer d'expliquer un petit peu la manière dont moi je le comprends. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en prêtant les livres autour de nous, comme ça s'éloignait de notre culture, la plupart des gens ne comprenaient pas comment le rattacher à leur quotidien ou à ce qu'ils connaissaient déjà de leur vie quotidienne, de la réalité. En tout cas, ce qu'ils voyaient de la réalité. Et on s'est dit donc que ça nous semblait intéressant de partager, parce que c'est des informations quand même qui nous en tout cas ont changé notre vie, notre vision sur la vie, et donc ça change un petit peu tout finalement, notre relation aux autres, notre relation au travail, notre relation de manière globale à l'argent, au monde, aux activités, à tout ce qu'on fait. Voilà, et donc on voulait vous partager ça, donc petit à petit, là ça doit faire un peu plus d'1 an et demi, là à peu près que je suis bientôt 1 an et demi qu'on a commencé ces guidages. Et voilà, donc ce chapitre sur la réincarnation, commence à aller vraiment de plus en plus dans le détail, dans ce qu'il explique, dans ce qu'il propose comme théorie. Et on en était là au moment où justement c'était la dernière fois où il parlait du progrès. Il parlait du progrès de l'humanité de manière générale, en disant que on espérait un petit peu tous qu'il y ait quand même à travers l'histoire un progrès qui soit visible dans l'humanité. Et Seth ne voit pas le progrès forcément de la même manière que nous. Assez vite on va parler de technologie, on va parler de santé publique éventuellement, on va parler de différentes choses où on voit que quelque chose évolue. Mais Seth disait, donc c'était la conclusion juste du guidage précédent, que le progrès peut se mesurer selon la façon singulière dont les problèmes qui nous sont posés dans la vie sont résolus. Donc c'est vraiment différent, cette définition, de ce qu'on peut avoir comme définition habituelle de la notion de progrès. Et donc on enchaîne directement là-dessus, c'est au milieu d'un paragraphe. Il poursuit donc en disant que de grandes avancées ont été accomplies à certaines époques. Donc cette notion de problèmes qui sont posés à la fois individuellement et collectivement. Donc des grands enjeux. Donc pour parler tout de suite effectivement de la réincarnation, quand on veut se réincarner à une époque donnée de l'histoire, il y a tout un cadre historique. Alors en plus en fonction de l'endroit sur Terre, c'est pas homogène non plus sur la planète, mais il y a tout un cadre en tout cas qui fait que on va choisir un contexte particulier. Et dans ce contexte particulier, on va vivre des événements particuliers. À certaines époques, il y avait des grandes pandémies, on en a une il y a pas longtemps, mais sous un autre cadre justement, des grandes pestes, des croisades, les guerres mondiales, différents événements qui vont faire que quand on s'incarne dans ces périodes-là, on veut vivre des événements particuliers, des rapports entre les gens différents, des rapports de pouvoir, des rapports entre les peuples, toute une histoire particulière, un contexte particulier, comme si on lisait un roman. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que on est en train d'écrire un roman, et en fait c'est notre vie, c'est une de nos vies. Et donc les belles histoires, elles commencent toujours par « il était une fois », et puis voilà, on raconte, on place un personnage, on place un cadre historique, le contexte, et puis il se passe ci, il se passe ça, etc.
Et puis quels sont les antagonistes éventuellement, et puis est-ce qu'il y a une solidarité ou pas, est-ce que le personnage est riche, pauvre, etc., etc. Donc voilà, au départ, il y a déjà ce cadre qui est placé. Et c'est donc effectivement cette vision que Seth apporte dans ce paragraphe-là, et que là, s'il dit que des grandes avancées sont accomplies à certaines époques, c'est plutôt de manière collective. Autour de l'an 0, il y a quand même plusieurs religions qui ont été créées, donc des grands mouvements de réflexion spirituelle, idéologique. Qu'est-ce que c'est être humain ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit suivre comme principe pour être un bon, entre guillemets, être humain ? Voilà, c'est des questions qui sont posées, et on voit que des fois c'est un peu de manière conjointe à certaines périodes de l'histoire, ça se passe un peu en même temps. Et j'ai l'impression, voilà, que c'est effectivement de ces événements-là, ces grandes phases historiques dont Seth est en train de parler, et lui il parle de progrès parce que on a tous participer à un élan, une expérimentation, grandeur réelle, quand on est dedans, parce qu'on ne sait plus qu'on est en train de jouer un rôle, et donc on est plongé dedans, et voilà, on joue son rôle le mieux qu'on peut, et donc chacun individuellement a son rôle à jouer. Je vais dire peut-être quelque chose qui va choquer, mais c'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, si on s'est placé en tant qu'une personne juive, ou si on s'est placé en tant qu'une personne allemande, vous voyez que le rapport n'est pas du tout la même chose à traiter. Et pourtant, si on écoute bien ce que ça dit, lui dit c'est juste une pièce de théâtre, donc chaque acteur va jouer un rôle. Donc il y a le rôle effectivement de la personne qui va être complètement terrorisée, exterminée éventuellement, un peuple entier, poursuivi, voilà, pendant une période c'est le bouc émissaire d'une certaine période, une certaine tranche de l'histoire. Voilà, les nazis ont instauré une période de terreur, et alors ce qui laisse aussi après, du coup, la génération suivante en Allemagne, ce qui est tout un traumatisme aussi à gérer par rapport à ça. Donc ces étapes successives de l'histoire font qu'on a des expérimentations complètement différentes, et que ça nous permet justement d'aller chercher dans toutes les périodes de l'histoire, une par une, pour aller chercher des rôles différents, des interactions différentes. Et donc si on arrive, alors c'est là où effectivement la notion de progrès, je disais la dernière fois, c'est compliqué de juger. Qu'est-ce que c'est une réussite, une réussite à un progrès, parce que là c'est ce qui parle de grandes avancées accomplies. Qu'est-ce que c'est bien réussir une guerre, c'est quand même, c'est bizarre, juste la question, de se poser cette question-là. On se plonge dans une guerre, donc il y a plutôt un peuple qui va vouloir conquérir pour X raisons, il va vouloir aller attaquer son voisin, aller dominer un pays, dominer un autre peuple, dominer peu importe. Et puis il y a ceux qui subissent ça. Alors ils le subissent seulement d'un point de vue conscient, si on comprend ce que ça dit, c'est-à-dire que tout ça est mis en place à un niveau inconscient, volontaire, avant de s'incarner, a priori, oui, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va arriver dans une époque, et puis on va choisir, voilà, il y a plusieurs parties, alors j'ai donné que 2 exemples, mais il y a bien d'autres rôles à jouer, effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. En France, est-ce qu'on va être plutôt collaborateur, ou est-ce qu'on va être plutôt dans la résistance ? Est-ce qu'on est plutôt passif, parce qu'on a déjà notre vie de famille à gérer au milieu d'une période où il n'y a pas beaucoup à manger, où c'est très compliqué, voilà, donc à chaque fois il y a des sous-expérimentations possibles. Et c'est toute cette richesse-là, finalement, qui fait qu'on va choisir de venir dans telle ou telle époque pour vivre. Mais nous, on veut vivre, on veut être suisse, par exemple, donc on va être à côté. A priori, on va pas trop participer à la guerre, mais on va observer un peu ce qui se passe, et puis il y a peut-être des choix politiques, et puis voilà. Donc c'est dans un même contexte, il y a plein de positionnements.
Donc la 7 parle de grandes avancées qui peuvent être accomplies. Donc je dis pas que la Seconde Guerre mondiale ou les guerres en général sont des avancées. Là je dis juste que 7 effectivement souligne que certaines époques sont considérées comme justement des marques de progrès. On est toujours dans cette d'essayer de rechercher ce que 7 explique au niveau du progrès. Et en tout cas, il disait que voilà, il peut se mesurer le progrès à la manière dont on réussit à passer une étape, à la manière dont une épreuve qu'on s'est infligée, on a réussi à la passer. On l'a réglée, on l'a résolue d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout de l'expérimentation. Donc on est au-delà de la notion de bien et de mal terrestre. Voilà, d'un point de vue humain, on va juger, effectivement, oui, il y a les méchants, les gentils, hein, il y a quelque chose de très manichéen, de très tranché. Ceux qui attaquent, c'est forcément les méchants. C'est un peu une définition qui vient spontanément. Bah oui, mais c'est les premiers qui ont attaqué. Ça commence à la cour de récréation, hein, c'est lui qui a tapé en premier, madame, c'est voilà, la maîtresse. Bon. Donc on a ce premier réflexe, et tout de suite en jugeant. Donc s'il attaque le premier, il est méchant, il fait le mal, etc. Seth visiblement ne réfléchit pas vraiment comme ça. Hein. Lui, il réfléchit en termes d'expérimentation. Donc ça change le point de vue. Il le redira, je ne sais pas si c'est dans ce chapitre-là, mais il le dit à plusieurs fois que toute atteinte à la vie, effectivement, ne respecte pas l'expérimentation. Excusez-moi. L'expérimentation, au départ, qui est prévue dans les principes de fonctionnement de ces réincarnations, justement, de ces cycles de vie. Hein. Donc, de se suicider, a priori, c'est on n'est pas allé dans l'expérimentation, on n'a pas réussi à soutenir l'expérience, donc on choisit de la quitter trop tôt, quelque part. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à régler. D'arriver au fait de devoir tuer quelqu'un, on ne respecte pas le principe de la vie de manière générale. Hein. Donc c'est au-delà de cette notion de bien et de mal qu'on peut avoir au niveau terrestre, c'est des grands principes de l'expérimentation. Là, je suis en train de travailler sur le résumé du chapitre 3 et je me souviens qu'il disait que il parlait justement de ces expérimentations et que eux, ils avaient compris tout le fonctionnement, donc alors déjà, ils sont télépathes, donc je dis eux, excusez-moi, je fais un raccourci un petit peu vite, Seth et ses collègues dans leur environnement. Hein, c'est ce dont parle le chapitre 3, principalement. Donc eux, ils sont sortis de cette expérimentation terrestre, et du coup, ils sont dans un autre rapport. C'est des consciences, on va dire comme ça, des consciences qui sont en lien directement, donc ils fonctionnent par télépathie, ils peuvent rien se cacher. Donc, il y a plus de réflexion de penser du mal de quelqu'un, par exemple, ça ne peut pas venir. Ils sont responsables du choix de leurs pensées, ils font attention à ce qu'ils pensent. Donc ils sont arrivés à un niveau de qualité de conscience qui est un peu inimaginable pour nous. Voilà, donc du coup c'est un petit peu ce que je comprends moi de ce que Seth dit là à ce moment-là, que effectivement c'est au-delà du bien et du mal, c'est au-delà de notre vision terrestre. Là je parlais du fait des grandes règles universelles, de ne pas nuire à la vie par exemple, etc. Et donc, pour revenir à ce que Seth évoque, il parle de ces époques-là où il y a des avancées qui sont sensibles à ses yeux. Et il dit de nouveaux jaillissements sont apparus, par exemple, que vous ne considérez peut-être pas du tout comme du progrès. Lui, il en parle d'un point de vue conscience, créativité. Toute conscience est là pour créer, pour évoluer, pour expérimenter des choses. Et à ce niveau-là, quand il parle de jaillissement, moi j'entends qu'il parle de cette créativité, de cette expérimentation qu'on a tous envie de faire au niveau de notre entité. Notre entité, donc comme le définit Seth,
c'est le moi entier qui vit, qui a conscience de toutes ces expérimentations de vie réincarnationnelle, les unes après les autres, ce que ça t'appelle les personnalités. Et là, donc, de nouveaux jaillissements, c'est-à-dire que les entités ont créé quelque chose de nouveau, expérimenté quelque chose de nouveau, individuellement ou collectivement. Toujours, on a les deux facettes à ce niveau-là. Donc voilà, il va un petit peu plus loin dans la définition du progrès, et puis il y reviendra un petit peu après pour compléter. Il essaie de nous expliquer en tout cas ce que ça peut être pour lui. Là, il y a un élément intéressant, c'est qu'il y a une pause au niveau de la session. C'est donc la session de Jen et Robert, c'est Seth qui la propose en disant vous pouvez faire une pause. Il est à cette heure-là 21h51. Donc il y a eu à peu près 2 paragraphes en 10 minutes à peu près qui ont été dictés. En sachant que en général les séances commencent vers 21h, c'est ça, 21h08 par exemple, celle-là. Voilà. Donc c'est la première pause principale là, qu'ils font dans leur session. Robert commente en disant que Jen sort de transe rapidement. Et elle commente tout de suite. « Waouh !» dit-elle. « Seth a un paquet de choses à dire là-dessus. Je le sens là. » Il commente, elle se touche le front. Voilà, je le sens là. Donc c'est aussi pour illustrer la manière dont Jen, qui est en transe au moment où elle dicte les informations pour Seth, elle perçoit les choses, où elle dit, voilà, j'ai capté quelque chose, et elle le dit plusieurs fois, vraiment, il y a une sorte de, voilà, ça se bouscule, les idées, les images, mais ça ne peut sortir que à la vitesse de son cerveau et de son corps humain. Le fait qu'elle dicte des phrases une par une, et puis même, l'autre point bloquant, c'est la vitesse à laquelle Robert peut noter, puisqu'il prend des notes en même temps. Donc son mari, qui prend les notes, et il faut donc que Seth respecte aussi le rythme de la fatigue de la main de Robert. Il le dit plusieurs fois, il parle de voilà, il dit est-ce que votre main est fatiguée ou pas. Donc voilà, là elle dit, il y a beaucoup plus en tout cas qui arrive dans sa tête que ce qu'elle dicte et ce qui est noté en tout cas. Et elle ajoute, de temps en temps, je reçois une grande vague de quelque chose que je n'arrive pas à formuler. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, donc c'est aussi pour expliquer elle la manière dont elle vit ces séances en transe, où elle a ce flot d'informations, et elle le dit plusieurs fois qu'en fait le flot arrive, elle en est totalement consciente au moment où elle le vit, elle va dire des mots, elle est à peu près consciente de ce qu'elle dit, mais elle l'oublie quasiment instantanément. Quand elle dicte pour Seth, elle est vraiment dans un état vraiment particulier. Et il faut attendre la fin de la transe ou dans des pauses comme ça, où elle a besoin de relire après ce que son mari a pris comme note pour savoir exactement en fait de quoi elle a parlé. Elle conclut le paragraphe en disant voilà, Seth va détailler tout ça. Elle dit voilà, mais il va détailler tout ça. Et elle continue à expliquer. C'est drôle, je ne me sentais pas particulièrement médium ce soir, mais le matériau est bon. Donc le matériau, oui, c'est la manière dont Jen et Robert nomment toutes ces phrases, ces mots qui ont été dictés par Seth. Là, je vous renvoie d'ailleurs là-dessus au livre qui s'appelle « Le matériau de Seth ». On est en train de voir comment on va pouvoir en faire quelque chose sur cette chaîne. A priori, on va essayer de faire des résumés par chapitre, voilà, quelques minutes, chapitre par chapitre, pour vous donner un petit peu le contenu. Nous, ça nous permet également de nous rappeler, on prend des notes en même temps, comment est structuré ce livre, mais je le redis, on fera pas de guidage dessus, puisque en fait c'est déjà quelque part une sorte de guidage, puisque c'est essentiellement Jen qui a écrit le matériau de Seth à partir des 510 premières sessions qu'ils ont eues avec Seth. Donc c'est depuis là qu'il parle voilà, de ce matériau. Voilà, il dit donc voilà, le matériau est bon ce soir.
D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Elle dit ça par rapport au fait qu'elle se sentait pas en forme au début, mais il y a malgré tout un bon matériau. Quand il y a quelqu'un que je n'aime pas, ou que je n'apprécie pas, pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas de session. Le matériau ne passe pas. Donc, il y a un lien entre l'état émotionnel, psychologique de Jen et la capacité à Seth de la contacter. Donc, peut-être qu'elle est tellement, justement, elle est bloquée, elle est trop focalisée sur ses sensations, donc elle reste dans une sensation d'humaine, terrestre. Et donc, elle n'arrive pas à se défocaliser. Seth explique plusieurs fois que c'est sa capacité à pouvoir défocaliser de la réalité physique qui fait qu'il crée un pont psychologique particulier et qu'il peut donc lui transmettre des informations. Et donc, si elle est gênée, si elle est dans une émotion pas assez confortable, le matériau ne passe pas du tout. Mais je n'ai pas besoin de me sentir médium quand nous sommes tous les deux. Le matériau passe facilement et il est toujours bon. Donc voilà. C'est un petit commentaire pour illustrer quand même. J'aime bien lire, en tout cas pour le moment, peut-être dans la suite du livre, je sais pas, je verrai, mais pour le moment j'aime bien lire pour vraiment vous expliquer le contexte simple dans lequel toutes ces sessions ont été données et la manière dont Jen et Robert l'ont vécu. Parce que ça nous paraît assez énorme, nous on est 50 ans après, le livre a été traduit en français, on relit ça très à froid, et c'est vrai que ces sessions peuvent paraître assez extraordinaires, et c'est comme ça que Jen et Robert l'ont vécu au début, mais ils se sont posés beaucoup de questions. Tout ça est très bien expliqué dans le livre Le matériau de Seth, justement. Et c'est amusant de voir après 10 ans à peu près, là c'est ça, ça fait 10 ans là qu'ils font des sessions, d'où ils en sont, de leurs commentaires, de leur approche, et voilà, de la manière dont le message est transmis par eux. Et Jen reprend un rythme lent, note Robert, à 22h15, donc ils ont fait une pause de 20 minutes à peu près. Un peu plus. Maintenant, dit avec humour, ça c'est le commentaire de Robert. Et Seth précise, vous n'avez d'ailleurs pas besoin de noter ce mot, le mot maintenant, donc en anglais now. À chaque fois, quand il reprend la lecture, souvent il dit now, à chaque fois. Voilà, donc maintenant. Il va préciser ça justement. Mais maintenant, entre guillemets, en début de phrase, sont des simples repères qui vous sont destinés. Vous n'avez pas forcément besoin de les intégrer à notre manuscrit. Robert répond d'accord, mais malgré tout, et ça j'en avais parlé aussi dans une autre session et je trouve ça intéressant, il a voulu tout noter, Robert, intégralement, tout ce qui a été dit, même le plus possible entre les sessions, quand ils sont en transe, entre les moments de transe, justement, quand Jen sort de transe au milieu d'une session. Et il va noter un petit peu des commentaires, des petits résumés de ce qui s'échange, ou des fois des phrases, là, comme on vient de voir, c'est vraiment les phrases précises que Jen a dû dire à ce moment-là. Pour toujours remettre le contexte, et même plus que ça, parce qu'en fait, Seth, régulièrement, il donne du matériau, il donne une théorie, il explique quelque chose, et à côté de ça, Jen et Robert vont vivre pendant la session, ou juste avant ou juste après, ils vont vivre quelque chose dans leur vie, vraiment soit un ressenti, soit des vécus, des personnes qui viennent, ou peu importe, il y a plein d'exemples qui illustrent, qui appuient le message que Seth vient de donner. C'est-à-dire qu'il illustre par le vécu la théorie qu'il apporte dans le livre. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir ça tout le long de leur session, vraiment régulièrement, où il y a ce double niveau d'information. La théorie, pour expliquer, pour faire comprendre au cerveau, pour mettre des mots, pour aller vers une explication, et le vécu que Jen et Robert en ont eu. Par exemple, elle a fait des sorties de corps, par exemple, au milieu d'une session.
Et en même temps, Seth était en train d'expliquer, elle, ce qu'elle voyait, donc qui se produisait à des centaines ou des milliers de kilomètres, je sais plus, de là où ils étaient. Et voilà, ça illustre exactement ça. C'est-à-dire Seth est en train d'expliquer, bah voilà, vos amis sont en train de faire ci, faire ça, et Jen est en train de le vivre. Elle sait que son corps est toujours dans leur maison, mais elle voit la scène, et les sensations, et à un moment donné elle est dans un taxi par exemple, donc elle sent les virages, elle voit le conducteur, ses amis, il y a tout ce contexte-là, hein. Puis les émotions aussi. Par exemple, la course qui coûte $3 et qui coûte trop cher a priori. Donc elle a la sensation surtout. Qu'est-ce qui reste? La sensation que la course en taxi coûte trop cher. Donc c'est pas forcément des faits comme nous on peut avoir. C'est surtout, en fait, finalement, comment la conscience et les émotions vivent les actions. Et Jen, même à un moment donné, se posait la question en disant, mais je pense que c'est finalement comme ça que se crée la réalité, c'est-à-dire que tout vient de la conscience, donc c'est des choses un petit peu impalpables, de l'ordre de l'émotion, et que nous, on va retraduire sous forme physique pour que ça corresponde à nos sens physiques. Et donc ce serait un petit peu l'inverse, et donc c'est quelque part pour nous rassurer qu'on va mettre des éléments physiques dans un ressenti, une histoire, qui se passe à un niveau complètement inconscient, ou la conscience au sens large. Hein. Voilà, et donc là ça fait partie des éléments où Seth va donner des informations, et donc lorsqu'il guide, il leur donne ces mots maintenant, hein, régulièrement, pour noter, et Robert a voulu les conserver, pour vraiment expliquer justement ce lien, et comment Seth, en tant qu'écrivain, parce qu'en fait c'est ça ce qui se passe, c'est que Seth est en train de dicter son livre, donc c'est lui l'écrivain, comment il dicte à son nègre, hein, à Jen, c'est Robert là, qui note, hein, directement. Alors l'expression, oui, je sais pas pourquoi je sors cette expression nègre, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, elle est malheureuse, donc à son écrivain. Voilà, Seth utilise les mots de Jen et les mains de Robert. Voilà, ça me paraît plus précis comme ça, et je préfère la phrase. Pour que le livre soit mis sous forme concrète, palpable, que après ce soit physique et qu'on puisse le lire. Hein. Donc on a quand même eu cette chance-là. Et Seth donc reprend maintenant son guidage, et il commence justement donc haussant la voix avec humour. Maintenant, hein, il insiste, il le redit. Dans certaines pièces, et là il parle des pièces de théâtre, hein, en rapport avec la vie réincarnationnelle. Dans certaines pièces, chaque acteur travaille sur une partie apparemment minuscule d'un problème beaucoup plus vaste que la pièce elle-même doit résoudre. Et je pense que cette phrase-là explique, ou complète en tout cas, ce que je disais en début de séance, avec par exemple, là l'exemple, là aussi je sais pas si c'est un bon exemple, j'espère que je choque pas des fois, voilà, je donne comme ça des exemples, c'est ce qui me vient en tête. La Seconde Guerre mondiale, c'est pas vraiment une période joyeuse, mais c'est juste pour vous faire comprendre le décalage aussi auquel Seth nous invite. Quand il parle de pièces de théâtre, même des périodes difficiles de l'histoire de l'humanité, il nous invite à prendre du recul. Alors, sans doute que je choque beaucoup de personnes, hein, c'est fort possible, mais c'est vraiment de se dire, ça peut paraître très froid hein, comme ça, et de se dire, ce ne sont que des rôles. Celui qui attaque, celui qui est attaqué, ce ne sont que des rôles. Je répète, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le rôle de celui qui attaque et qui tue quelqu'un est impardonnable. Seth est très clair là-dessus. Hein. Ça ne devrait pas faire partie d'une expérimentation qui respecte le sens de la vie. Mais on vient malgré tout dans cette
espace physique, en oubliant qui on est, et on fait plein de choses qu'on qualifierait nous en tant qu'humains de mauvaises. Hein. Donc ça peut faire partie aussi du cheminement, à un moment donné en prenant vraiment conscience de ce qu'on a fait, et c'est pour ça aussi que il y a cette notion de vie réincarnationnelle, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas d'obligation, hein, mais peut-être à un moment donné on a envie de vivre l'inverse. Alors pas forcément avec la même personne, c'est-à-dire j'ai tué un tel dans une vie, la vie suivante il va me tuer. Ça se passe pas comme ça, ou pas forcément. On peut le faire. Mais en tout cas, si à un moment donné on a tué quelqu'un, de manière un peu atroce, ça peut tout à fait faire partie des expériences qu'on a dans une autre vie, de se dire, finalement, j'aimerais bien comprendre ce que ça fait. Et donc, dans mon histoire, là, je suis en train de créer une nouvelle histoire à telle époque, etc., dans un tout autre contexte, et sans doute donc par quelqu'un d'autre, comme je vous disais, à mon tour, je vais me faire tuer de manière un peu sordide, un peu voilà, brutale. Alors ça peut être un accident de la route. Voilà, on n'est pas obligé non plus. Alors parce que ça suffit d'un point de vue psychologique aussi d'avoir vécu quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez violent, et que ça engage quand même peut-être une autre personne, l'autre personne dans la voiture, qui peut-être n'est pas en tort. C'est peut-être nous qui sommes en tort dans l'accident, c'est nous qui mourrons, mais l'autre, ça va quand même l'engager à une réflexion sur le sens de la vie, sur la fragilité de la vie. Enfin, ouais, il y a tout cet accompagnement qui peut être fait aussi. Et on parle bien de ça au niveau de la richesse des expérimentations qu'on fait. Donc c'est pour ça que je cite ces exemples, y compris la Seconde Guerre mondiale, en se disant que voilà, il y a une grande complexité qu'on va tous vivre ensemble, et on se met d'accord. Voilà, on va décider. Alors, comment ça va se passer, la montée de la tension, le conflit qui commence à tel endroit, qui s'étend, tel autre pays, tel autre peuple, qui participe, etc. Donc à ce moment-là, quand on vient s'incarner, on peut choisir d'être dans une nation qui ne va pas participer à la guerre. Ou on peut au contraire choisir d'être dans une partie impliquée, un peu, beaucoup, énormément, jusqu'à en perdre la vie, en se défendant, ou en allant attaquer un tel, Et c'est là où on voit effectivement ce que Seth dit dans certaines pièces, hein, donc là encore, il est en train de donner un cas particulier. Il ne dit pas que c'est une généralité. Mais dans certaines pièces, sans doute, je pense qu'il fait le lien aussi avec la notion de progrès. Hein. Donc, quand il y a quelque chose de complexe à une période donnée de l'histoire, et qu'on a envie tous, ensemble, d'apprendre quelque chose, eh bien, à ce moment-là, chaque acteur, dit-il, va travailler sur une partie sans doute minuscule, toute petite. C'est ce il veut faire comme rôle dans l'ensemble, hein, une partie minuscule d'un problème beaucoup plus vaste. Ce problème-là, hein, la pièce entière doit le résoudre. Mais chacun participe à sa hauteur, à sa manière, d'un côté, de l'autre, puisqu'il y a peut-être 2 parties, ou 3 ou 4 parties, c'est des échanges, ça peut être très complexe. Hein. Donc, c'est pour refaire du lien, excusez-moi, avec ce que j'avais expliqué la dernière fois, repréciser que certaines périodes historiques voient des progrès importants, pas forcément toutes, et que même quand on vient dans une période historique où il n'y a pas de gros enjeux, ça me fait penser tout de suite à une chanson de Benabar où il dit voilà, en gros tout a été découvert, on est allé partout, l'humain a tout découvert, tout fait, et nous on a l'impression d'être dans une vie quotidienne un peu classique, c'est plus extraordinaire, quoi. On connaît déjà la Lune, on connaît partout, un peu les fonds sous-marins même, on a tout exploré, on a des satellites qui voient tout sur tout. Et il y avait un petit côté un peu désabusé en disant nous on découvrira plus rien. Je crois que c'est là-dedans où il dit j'ai pris la Bastille, mais c'était pour changer pour République ou je sais pas quoi. Et ça me fait un peu penser à ça, qu'il y a des périodes historiques où on a l'impression c'est un peu plus calme, on est un peu dans une sorte de routine, mais c'est justement cette routine-là peut-être où il y a quelque chose à apprendre.
C'est pas parce qu'il se passe des choses extraordinaires que ça va être des progrès d'un point de vue de 7. Et c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il se passe rien que collectivement ou individuellement on va pas apprendre quelque chose. Que je pense qu'on peut apprendre dans l'ennui, on peut apprendre dans la routine, cette notion de répétition, que finalement comprendre que c'est ça la vie, c'est pas une succession de choses extraordinaires. La vie, ça peut être des moments simples. Tout dépend de notre point de vue sur comment on regarde la vie. Voilà un petit peu, en tout cas, moi, ce à quoi me fait penser ces informations par rapport à 7, avec ces notions vraiment d'acteur dans une pièce de théâtre, et donc du rôle de chacun. Et oui, quelque part, je dirais, c'est comme dans un film, il n'y a pas de petit rôle, c'est-à-dire qu'il y a l'acteur principal ou les acteurs principaux, et puis il y a les figurants derrière, mais si on enlève les figurants, le film il fait faux, il fait vide. On a besoin quand même qu'il se passe quelque chose, qu'on recrée une situation, justement pour y croire. On a besoin de créer un contexte général, et pour avoir des relations. Et dans notre pièce de théâtre individuelle de cette vie-là, on a effectivement des gens avec qui on va être régulièrement en contact, donc c'est des acteurs secondaires de notre film, de notre pièce de théâtre, pour reprendre l'image qu'utilise 7. Et puis il y a plein d'acteurs, des figurants, quand on prend les transports en commun, quand on se promène dans la rue, quand on... peu importe, voilà, dès qu'on rencontre des gens, on va les croiser, peut-être on les a déjà vus, peut-être pas, c'est pas grave, c'est des gens qui sont là, alors on joue nous aussi un rôle complètement minime dans leur vie, certainement. Tant qu'on n'entre pas en relation, tant qu'il se passe pas quelque chose, nous ne sommes que des figurants dans la pièce de théâtre des autres. Et c'est... Pourtant, on joue un rôle, on va peut-être juste échanger un regard, on est présent. Ça fait que il y a une certaine énergie, il y a une certaine dynamique dans ce que eux vont vivre de leur côté. Donc, on participe à leur expérience. Qu'on y ait conscience ou pas, ça revient au même. Écoutez, je vais peut-être faire une première pause ici. Là, on a déjà vu un peu comme le contexte un peu global. Donc, je vais faire une petite pause ici et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce guidage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À tout de suite.